Rebonjour. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de fichier, parce que sinon je vais vous faire l'introduction pour la troisième fois, ce qui risque d'être un tant soit peu répétitif. Merci à celles et ceux qui sont encore là. Je vais prendre donc la place de mes petits camarades derrière le petit prompteur et avec la petite zapette, parce que c'est moi qui ai l'honneur de vous parler du chapitre service. Je suis toujours, Guillaume le dit, toujours journaliste, toujours directeur éditorial du studio. Et je vais parler très vite parce qu'on a pris un peu de retard. Donc si jamais vous pouvez consulter le replay de cette keynote et le mettre en moins 0,5 sur votre lecteur YouTube. Service. Qu'est-ce qu'on entend par service dans le livre des tendances de l'ADN? On entend banque, assurance et distribution. Soit des secteurs tout à fait gérables en 10 minutes de keynote aujourd'hui. Ça va être très simple de vous donner toutes les tendances de ces trois secteurs. C'est super. Donc je m'en suis sorti, petite astuce, en mettant la partie distribution et consommation dans le cadre de notre table ronde. Voilà, comme ça au moins on se réserve cette partie-là pour tout à l'heure. Et vous allez voir quand même, il y a une cohérence entre l'ensemble de ces secteurs. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. J'aimerais donc commencer cette keynote par une phrase. Une phrase qui date de 2015, c'était il n'y a pas si longtemps et pourtant on dirait que c'était il y a un siècle, une éternité, chalalala. Henri de Castries, 2015, à l'époque il était PDG d'AXA, donc le plus grand assureur européen et d'ailleurs du monde à l'époque, je ne sais pas, le classement les met encore assez haut. Un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable. Que se passe-t-il à peine 10 ans plus tard, même pas 10 ans plus tard? Ah, Christophe Béchu. Voilà. Notre ministre de la Transition écologique nous dit qu'il faut préparer notre pays à 4 degrés de réchauffement climatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si je vous remets, voilà, un monde à 4 degrés n'est pas assurable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde non assurable? C'est quand même une question relativement intéressante quand on sait que le modèle assurantiel, quand on y réfléchit un peu, il est au cœur de nos systèmes capitalistes dans lesquels on se meut toutes et tous, dans lesquels notre économie se déploie. C'est un pari sur l'avenir, c'est une mutualisation du risque, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui est au fondement de nos sociétés. Donc quand on est dans une situation, je l'ai entendu une fois aujourd'hui seulement le mot permacrise, donc ça veut dire qu'il est un peu moins à la mode, on parle plus de polycrise maintenant. Là en l'occurrence depuis ce début d'année, 2024, depuis janvier, on est plutôt dans la permacata, la permacatastrophe naturelle, avec un volcan qui à nouveau entre en éruption très très proche de villages en Islande, du côté de Grindavik, je le prononce très mal, un séisme au Japon, que serait une année qui commence sans un séisme au Japon, c'est quand même récurrent, et puis en France, un cyclone Bellal à La Réunion, et des inondations dans le nord de la France. Alors quand on a posé ça, on peut se poser la question, et là c'est un certain nombre de mes années, une lecture de mes années à Sciences Po qui remonte, on pourrait se poser la question avec, il y a toujours un sociologue allemand dans le tas, Ulrich Beck. Ulrich Beck, au-delà de la blague, il a forgé le terme de société du risque. C'est pas très facile à lire d'ailleurs, je vous avoue qu'à l'époque il m'est un peu tombé des mains, j'ai dû me replonger dedans, mais il forge la notion de société du risque. Et il dit dans cet ouvrage quelque chose d'extrêmement intéressant pour notre conversation du jour. Il dit que nos sociétés se caractérisent par le fait de rentrer dans une forme de post-modernité. Si vous prenez des notes, il y a des mots un peu compliqués, mais de post-modernité, cette post-modernité, elle est caractérisée justement, selon lui, par l'inassurabilité de certains risques. 86, post-Tchernobyl, il est réinterrogé par Lasai Shinbun en 2011 après Fukushima et il dit la catastrophe sera illimitée dans le temps, l'espace et la dimension sociale. C'est le nouveau type de risque de nos sociétés modernes. Alors que fait-on quand on est assureur pour faire face à ça? Eh bien, on ne fait pas. On décide de ne plus assurer. En tout cas, c'est le choix qu'ont fait State Farm et Allstate du côté des États-Unis, notamment de la Californie. Enfin, pas notamment, mais en Californie, en raison, comme vous le voyez, des catastrophes à répétition. Plus de police d'assurance sur l'habitation, terminé, la Californie est devenue inassurable. Donc on est déjà rentré dans ce monde-là. Alors vous me dites, oui, je vous entends, ah là là, et en France, ah ah ah. Eh bien, en France, des chiffres issus d'un petit ouvrage qui s'appelle Le livre des tendances qui est en vente, etc., etc. Une maison individuelle sur 2 est en péril du fait des sécheresses à répétition, parce qu'on construit sur des sols argileux en France, on est assez malin. Une maison individuelle sur 2. On parlait tout à l'heure du mythe de la maison individuelle, de son importance pour les Français à l'heure actuelle. Je vous laisse quand même un peu méditer là-dessus. 10 milliards d'euros facture climatique selon France Assureur, le syndicat pro français. Donc ça, c'est pour 2022.
On n'avait jamais vu ça depuis 99. Les plus âgés d'entre vous s'en souviennent. Hein, grosse tempête sur tout le territoire français, donc c'était assez particulier, 99. Donc, depuis 99, on n'avait jamais vu ça. 10 milliards d'euros pour 2022. 143 milliards d'euros cumulés sur une période 2020-2050. Ça vous dit peut-être rien, mais la petite parenthèse est importante. En fait, sur 30 ans, ça fait sur une période de 30 ans, ça fait une augmentation de 93%. Donc les aléas climatiques sont un véritable défi pour les assureurs, et on pourrait dire qu'un spectre hante le monde, celui de l'inassurabilité. Alors je ne suis pas le seul à le dire, l'ONU le dit, enfin l'Université des Nations Unies le dit dans son rapport que je vous conseille d'ailleurs, enfin dont je vous conseille la lecture, Interconnected Disaster Risks. Ils identifient également ce risque, et d'ailleurs ils en font un peu la conclusion des autres. Hein. Vous voyez sur la petite illustration, tous les risques sont représentés par des petits pictogrammes en 3D qui ne sont pas forcément très jolis, mais le petit parapluie troué, c'est l'inassurabilité, c'est le fait de ne plus pouvoir assurer au sens propre du terme. Et ils définissent ce que c'est que l'inassurabilité. Une fois que l'assurance n'est plus proposée contre certains risques dans certaines zones ou à un prix raisonnable pour les propriétaires, ces zones sont considérées comme non assurables. Voilà, comme ça, au moins, on a une petite définition sur laquelle on peut s'appuyer. Il se trouve que, alors, on n'est pas là, je disais ça en introduction, on n'est pas là pour un tableau dystopique, dresser un tableau dystopique. Il faut juste le garder à l'esprit pour se dire que si les crises sont interconnectées, les solutions le sont aussi. Prenons pour illustrer ces solutions l'autre gros morceau de notre livre des tendances autour des services, les systèmes bancaires et financiers. Parce que ces banques et ces financiers sont critiqués comme les gardiens du temple d'un système qui privilégie la finance justement à l'économie réelle et qui nous entraîne vers l'abîme. Or, ce qu'on remarque à la lecture du livre des tendances, entre autres, c'est qu'on a une myriade d'initiatives positives dans ces secteurs-là. Je ne vais pas toutes vous les lister parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais il y en a un certain nombre. Et ces initiatives qui soutiennent la transition écologique sont extrêmement nombreuses. En revanche, il apparaît qu'en 2024, il va clairement falloir un effet cliquet. Il va falloir passer de l'autre côté. Et il va falloir faire en sorte que les actifs liés aux hydrocarbures perdent vraiment de la valeur et que ceux liés aux énergies renouvelables en gagnent pour qu'enfin les courbes se croisent et qu'on ait suffisamment de moyens pour mener la transition écologique que certains appellent de nos voeux. Les solutions, elles passent aussi par, comme le dit un de nos partenaires, AMA en l'occurrence, par cette notion de rôle social. En fait, cette notion de rôle social, elle est au cœur de tout ce dont on se parle, si on parle de solutions, de tout ce dont on se parle depuis tout à l'heure. Et on irait même jusqu'à dire, je dis on parce que c'est Carolina qui m'a soufflé l'idée, de contrat social, de renouveau du contrat social. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit assez fondamentalement à l'ADN, c'est que pour se sortir des ornières dans lesquelles on est en train tous joyeusement de se prendre les pieds, il va falloir inventer un nouveau contrat social. Alors, dit comme ça fait un petit peu slogan politique. Je ne suis pas là pour annoncer ma candidature. En revanche, on retrouve effectivement ce côté mutualisation, ce côté communautaire de l'assurance et cette idée de mutualisation du risque dans cette notion de contrat social. Et dans les solutions esquissées pour prévenir les risques interconnectés, et c'est là que c'est intéressant, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ils font leur rapport sur les risques interconnectés, ils esquissent également un certain nombre de solutions, l'Université des Nations Unies. Et ils ont cette phrase, « Aucun acteur, communauté ou pays ne peut à lui seul affronter tous les risques interconnectés, ce qui rend la coopération indispensable. Cela nécessite la construction, l'établissement d'un nouveau contrat social mondial au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des organisations, des communautés et des individus. L'objectif étant de faire preuve de confiance, de respect, d'empathie et de compassion les uns envers les autres. » Alors ça fait un peu néo-hippie, est-ce que ce serait juste un vœu pieux? Enfin, ce qu'on peut dire, quoi qu'il arrive, c'est que ce nouveau contrat social, il doit se fonder sur les citoyennes et les citoyens. Des citoyennes et des citoyens qui ont envie, qui ont besoin de ce nouveau contrat social, puisqu'ils sont pris au milieu d'un certain nombre de chocs. Parmi ce choc-là, le choc inflationniste n'est pas le dernier, évidemment. 5,2% d'inflation en 2022, 4,9% en 2023. Dit comme ça, sur des slides, comme ça, sur une petite présentation, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais quand on sait que dans ces chiffres-là, c'est l'alimentaire qui a pris le plus, quand on sait qu'il était déjà difficile pour certains de nos compatriotes de remplir leur caddie, concitoyens, on va dire, compatriotes, ça fait vraiment campagne électorale,
nos concitoyens de remplir leur caddie, on se dit qu'effectivement, ces 10% sur 2 ans sont quelque chose d'assez fondamental et auquel on ne prête pas suffisamment attention. C'est bien pour ça qu'on va en parler au cours de notre table ronde à l'instant. On n'est pas évidemment les seuls à s'y pencher. Je vous encourage à lire l'étude de Jérôme Fourquet et de Raphaël Lorca, La Société de supermarché. Elle est extrêmement intéressante. On va l'évoquer un petit peu avec nos invités à l'instant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chacun et chacune met en place un certain nombre de stratégies pour s'adapter à cette nouvelle situation, à ce moment de polycrise qu'on est en train de vivre collectivement, et qu'on a besoin d'équilibre entre consommation ostentatoire et souci de la planète. Cette notion de grande distribution à l'échelle de l'État, on va en parler à l'instant avec nos invités au cours de cette table ronde intitulée Durable, discount et décroissante. En 2024, la conso en 3D. J'accueille donc Dominique Lévy, la fondatrice du cabinet de conseil Georges, Frédéric Cavazza, expert en transformation digitale, et Eric Campos, le directeur engagement sociétal du groupe Crédit Agricole. Merci d'être là avec moi, avec nous aujourd'hui. Prenez vos micros, voilà, partagez vos micros, superbe. Ça va ? Super. Tout va bien. Après une introduction pareille, ça ne peut qu'aller super. Je vais parler. Merci Dominique. Je vais commencer avec vous. Du coup, vous avez gagné le droit d'entamer notre discussion. Cette discussion, elle part un peu de l'étude donc justement de Jérôme Fourquet et de Raphaël Lorca. Ça serait encore mieux de partir de ce que j'ai publié à la Fondation Jean Jaurès. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais j'aimerais aussi que vous nous résumiez ce que vous avez publié du côté de la Fondation Jean Jaurès et que vous racontiez un petit peu à l'assistance, comment, un petit peu la méthodologie de votre étude et ce que vous avez trouvé. Alors, on ne va pas parler que de cette étude, mais en l'occurrence, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi 15 familles françaises pendant 3 mois, tous les jours, autour d'un seul sujet qui est les courses. Donc, la consommation dans ce qu'elle a de plus quotidien, dans ce qu'elle a de plus banal. Alors, pourquoi c'est intéressant ? D'abord parce que souvent, on a une vision instantanée de l'opinion, etc. Là, on a essayé de se rapprocher des comportements avec un objectif qui était de comprendre tout simplement comment ils font. Comment ils se débrouillent, comment ils se bagarrent, comment ils s'en sortent. Et si je devais avoir une conclusion... Allez-y, spoilez pas tout non plus, mais allez-y. En tout cas, s'il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des renonciations. Et on en parle beaucoup, du fait qu'il y a des aménagements, des renonciations, des frustrations, des choses qu'on ne fait plus, des choses qu'on fait moins. Mais il n'y a pas de renoncement. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est-à-dire qu'un renoncement, c'est vraiment une décision de s'abstraire, de sortir, en l'occurrence, du système de consommation, et ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est plusieurs choses. D'abord, le sujet, c'est jamais le pouvoir d'achat. Ah, ça, c'est intéressant, parce qu'on nous dit partout que le sujet, c'est le pouvoir d'achat. Oui, mais en fait, les gens, ce qui les intéresse, ce n'est pas d'acheter, c'est de vivre. Et le sujet, c'est de vivre bien, c'est de garder du plaisir, c'est d'avoir ce que Jaurès appelait la vie large, c'est-à-dire la capacité à ne pas être réduit ni à ses contraintes, ni même d'ailleurs à son statut de consommateur. Donc personne ne nous parle de pouvoir d'achat. Les gens nous parlent d'arriver à vivre bien, chacun mettant derrière le vivre bien tout un tas de choses sur lesquelles on peut revenir. Ça, je crois que c'est important. La deuxième chose, c'est que... il y a 2 deuxièmes choses, en fait. La première, c'est qu'ils ne se sentent pas démunis et qu'ils sont extrêmement combatifs. Le vocabulaire peut être quasiment guerrier. On a un arsenal de solutions. On a la bagarre, on gagne, on perd, on regagne, etc. Et la seconde, c'est que l'argent n'est pas la seule ressource qui est mobilisée pour parvenir à avoir une vie de qualité. Et je trouve que ce qui est très intéressant et qui, pour moi, qui observe la consommation depuis une bonne trentaine d'années, est particulièrement nouveau, c'est l'idée qu'on n'est pas obligé de passer par la ressource argent pour arriver à obtenir quelque chose. Il y a un verbatim que j'adore dans cette étude. Il y a une dame qui, très innocemment, nous a dit « Ah ben, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout le temps obligé de consommer de l'argent. » Et en fait, leurs ressources, c'est leur culture de la consommation, leur intelligence de la consommation, sont les outils digitaux qui jouent un rôle majeur dans cette réappropriation, réinvention, optimisation de la consommation. Ce sont les liens sociaux, des formes de solidarité de grande proximité, de solidarité minimale. Et puis, ce sont aussi des alliés. Et pour eux, les alliés, aujourd'hui, c'est la distribution. Et c'est une autre chose qui est en train de se jouer dans cette période d'inflation, c'est qu'il y a un récit, là encore, de guerre, qui est évidemment très nourri par la grande distribution, qui est un récit
d'amis, d'ennemis, d'alliés, voilà. Et aujourd'hui, il y a un vrai risque qui est que l'ennemi, ça devient le méchant grand industriel. Oui. Et l'allié, ça devient, et ça peut paraître paradoxal à certains, quand on en parle à des clients industriels, ils crient très fort, et l'allié, ça devient le gentil distributeur qui se bat pour le consommateur. Voilà. Si je devais résumer, c'est ça, ils sont combatifs, orientés vers l'idée de maintenir de la qualité et du plaisir, ils ne renoncent pas à la consommation, mais elle n'est plus une fin en soi, et de ce fait, l'argent, et on pourrait dire le travail, qui est une façon de se procurer de l'argent, perd un petit peu de son rôle, de son primat dans la façon de s'évaluer et dans la façon de se valoriser. Merci pour ce récapitulatif. Ça va ? Oui, ça va, c'était parfait. Je vous voyais, Frédéric Cavazza, opiner du chef, notamment quand on évoquait le numérique. Je vous ai présenté comme expert en transformation digitale ou numérique, ce que vous êtes depuis un certain nombre d'années, mais vous observez la consommation aussi des Françaises, des Français et même un peu plus largement des individus autour des plateformes numériques. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient d'évoquer Dominique ? Je retiens avant toute chose... Alors peut-être le micro fonctionne. Oui, il faut l'approcher. Est-ce qu'il fonctionne ? Allez, j'ai le micro. Ce que je retiens avant toute chose, c'est la phrase que vous avez dit au tout début, c'est comment on fait pour bien vivre. En tant que consommateur, renoncer, effectivement, ça plombe le moral, donc on ne se sent pas bien, on déprime. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, dans un contexte économique compliqué, pour consommer plus et consommer mieux grâce au numérique ? Et c'est possible, notamment le consommer plus. Si on s'éloigne... Consommer plus, on voit, mais consommer mieux, il va falloir nous expliquer après. Consommer plus, si on s'éloigne de la consommation matérielle, donc j'accumule des biens matériels et je déporte en gros mes envies sur du loisir numérique, on peut le faire grâce à tous les services d'abonnement. On peut avoir accès à une infinité de films et séries avec le streaming. On peut avoir accès à une infinité de musique avec Spotify. On peut avoir accès à une infinité de jeux vidéo chez Nintendo, chez Microsoft, chez Sony. Donc on peut consommer plus, on va dire, avec un budget raisonnable grâce au loisir numérique. Consommer mieux, on peut y arriver aussi, dans la mesure où on peut acheter en seconde main, où on peut revendre ce qui ne nous sert pas. Donc là encore, ça c'est grâce au numérique, notamment aux plateformes. Je pense à Le Bon Coin, mais je pense aussi à eBay, je pense à ce genre de choses. Ou même un certain nombre de marques nationales qui ont des boutiques en ligne où on peut acheter des produits de seconde main. Donc c'est possible grâce au numérique. Aussi, donc de consommer mieux. Et ben heureusement, on va se consommer plus et consommer mieux pour éviter de déprimer, parce que quand on consomme, on se sent... malheureusement, on est encore dans ces schémas-là. Évidemment. Eric Campos, vous êtes directeur de l'engagement sociétal du groupe Crédit Agricole. Je me tourne à chaque fois pour bien être sûr de ne pas me tromper sur votre rôle. Première chose, ça veut dire quoi, directeur de l'engagement sociétal du Crédit Agricole? Et puis ensuite, la conversation de nos deux experts de la consommation. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en tant que membre de ces institutions financières, voilà, dont je dressais un tableau un peu en fait, négatif. Si j'étais directeur du marketing, vous n'auriez pas regardé tout de suite, parce que effectivement, le marketing, c'est dans l'entreprise, ou directeur de je ne sais quoi, de la distribution, et au fond, le directeur de l'engagement sociétal, qu'est-ce que c'est? Et d'abord, je voulais vous remercier de votre introduction, parce qu'elle est partie loin sur un sujet qui aujourd'hui, est finalement au cœur de nos préoccupations, c'est vers quelle société on va, comment elle se dessine, voilà. Et donc, pour répondre à votre question, les entreprises aujourd'hui ont besoin d'une boussole. Et cette boussole, c'est au fond, elle réinterroge ce qui fait entreprise. Et ce qui fait entreprise, c'est d'abord et avant tout l'utilité. Une entreprise qui vit, une entreprise qui se développe, c'est une entreprise utile. Si elle n'est pas utile, elle disparaît. Et donc, dans un monde qui évolue, comment on peut être utile à nos clients ou aux citoyens ou aux compatriotes, pour reprendre vos propos de tout à l'heure. Et donc, pour ça, les entreprises et le Crédit Agricole ont travaillé, au fond, c'est quoi notre boussole, c'est quoi notre utilité. Et la France a ouvert ce sujet en 2018-2017 sur la loi Pacte, qui a été un moment extrêmement important, puisqu'elle a invité, au fond, les entreprises à se poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la raison sociale d'une entreprise? Et c'était très intéressant, puisque au-dessus de la raison sociale, il y a la raison d'être. Et la raison d'être, elle nous envoie finalement à questionner cette boussole. Et au Crédit Agricole, c'était vraiment une grosse opération de réflexion qui a mobilisé l'ensemble des dirigeants du groupe. Ça a duré 1 an à peu près, et on est arrivé à rédiger une raison d'être qui s'est traduite par être utile aux clients et à la société. Et ça,
Non, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est une vraie révolution. Ah bah, Bah oui, parce que finalement, on donne existence au bien commun, être utile à la société. Et donc, on s'est dit, mais au fond, c'est bien d'être utile à la société. Et ça répondait à notre histoire. Le Crédit Agricole, c'est une banque qui est née des solidarités, cette agriculture qui n'arrivait pas à trouver des moyens de financement à la fin du 19e, qui s'est regroupée sur le modèle des tontines qu'on retrouve aujourd'hui dans des pays africains. Au fond, on se met ensemble, coopération, vous parliez de la coopération, on mutualise le risque, vous avez parlé de la mutualisation, et on crée une caisse que l'on va partager. C'est ça le modèle historique de ce groupe. Et donc cette question de l'utilité, on se l'est posée, on s'est dit, mais quel acteur on peut être dans ce monde qui bouge? Je vais très vite au fait. Et on s'est dit, il y a 3 grands sujets sur lesquels on doit être attendu. Le premier, c'est le changement climatique. Qu'est-ce qu'un établissement comme nous peut faire dans un changement climatique? Le deuxième, c'est la cohésion et l'inclusion sociale, parce qu'on ne peut pas traiter la question des transitions si on est dans une société qui n'est pas en cohésion, et on le voit aujourd'hui, dès qu'on accélère un peu les pressions sur le corps social, le corps social a réagi. Et donc, on ne peut pas traiter la question des transitions sans tenir en compte la question de l'égalité. Enfin, on voit bien de la question, au fond, de la politique sociale. Et puis, le troisième sujet, c'est comment on accompagne les transitions agricoles et agroalimentaires, parce que le Crédit Agricole, c'est évidemment la banque de l'agriculture, des agriculteurs, devrions-nous dire. Et ça dessine un engagement sociétal, puisqu'au-delà de ces thèmes, on a fixé des indicateurs. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Et notamment l'indicateur qui est de contribuer à la neutralité planétaire. Voilà, on a quantifié ces sujets, et donc c'est tout le programme de l'engagement sociétal du Crédit Agricole. Et la question du monde dans lequel on va, aujourd'hui, elle est au cœur de notre stratégie, au cœur finalement de la création de valeur d'un groupe comme le Crédit Agricole. C'est parfait, on comprend extrêmement bien ce qui vous anime et ce qui fait effectivement votre quotidien. Pour revenir à notre sujet autour de la consommation des ménages et la façon dont les ménages se débrouillent, je vais rester justement avec vous. C'est quoi le rôle d'une institution comme la vôtre dans cet accompagnement-là, dans le fait de ce que mentionnait Dominique Lévy, dans le fait de pouvoir simplement vivre? Je suppose que vous avez quand même un rôle à jouer là-dedans. Oui, je vais faire comme Dominique, je vais gérer ma frustration et je vais essayer de définir ça en 2 points pour pas évidemment monopoliser la parole. En fait, une banque, on va dire que ça peut avoir 2 grandes fonctions: accompagner la société dans ses évolutions et influencer la société dans ses évolutions. Parce qu'en réalité, une entreprise, ça influence, ça a des partis pris. Et quand on dit je m'engage pour contribuer à la neutralité planétaire en 2050, on est bien dans quelque chose qui est une conviction et donc on s'engage. Et donc finalement, comment on accompagne la société? On l'accompagne dans l'utilité. Eh bien, aujourd'hui, l'utilité va tourner, en France en tout cas, autour de la rénovation énergétique des bâtiments. Et ça, on est loin, loin, loin d'avoir aligné les planètes sur ce sujet. Donc, on va essayer de faire preuve d'innovation. On va être dans, par exemple, les agriculteurs. Comment on accompagne les agricultures qui captent du carbone dans le sol? Au milieu de bien sûr, bien sûr. Non, mais vous pouvez, parce que c'est un sujet qui est complexe. Et je pense que l'une des vertus du livre sur les tendances, c'est de montrer que finalement, ces sujets sont d'une grande complexité. Il faut faire preuve de discernement. Et ça a été dit, il y a de l'interrelation entre toutes les complexités. Et donc voilà, il faut prendre le temps un peu de comprendre. Bref, on accompagne les transitions. Grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les transitions doivent se tenir dans un temps très contraint. Donc l'une des grandes préoccupations, et on ne pourra pas sortir des sujets de coopération et de mutualisation, c'est comment faire pour accélérer une société sans laisser personne au bord du chemin, etc. Puis la deuxième, c'est l'influence. Comment on peut faire pour influencer et au fond pour accélérer les transitions? Et là, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire en facilitant, par exemple, en proposant des produits d'épargne qui peuvent avoir un impact tout en étant préoccupés par le pouvoir d'achat des ménages et en essayant de voir comment ces produits d'épargne ne sont pas moins rémunérés que des produits normaux, alors même, et je finirai là-dessus, que la question de la rémunération de l'épargne et la rémunération du capital, pour moi, est un vrai sujet à enjeu. C'est un élément effectivement fondamental qui est lié à tout ce dont on se parle et vous avez tout à fait raison de souligner cette interconnexion des risques et également des solutions. Dominique Lévy, qu'est-ce que ça vous inspire quand je lis votre étude autour de la préoccupation environnementale? En fait, on se dit, quand on s'intéresse un petit peu à ces sujets, quand on voit les choix qui sont faits liés à l'inflation, quand on voit que la filière bio est en train de s'effondrer en partie du fait des choix contraints, comment on fait finalement quand on est un ménage, j'allais dire, moyen, au sens noble du terme, pour faire avec ces préoccupations environnementales?
y a quelque chose qui, dans la façon dont on comprend la manière dont les ménages se comportent, qui fait totalement écho à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une tension, elle n'est pas nouvelle, mais elle est particulièrement active, entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, qui est présent dans énormément de nos choix. Et puis ce qui est un peu nouveau, qui est beaucoup monté ces dernières années, c'est aussi la tension entre l'intérêt immédiat et l'intérêt différé. Ce sont des choses qui vous parlent tout à fait quand vous parlez d'accompagner les transitions, mais aussi d'accompagner le quotidien, et puis aussi d'accompagner chacun dans son futur. Parce que quand vous parliez d'une société inassurable, ou quand vous parliez du pacte social, Frédéric me disait à juste titre, on n'est plus sûr que le fait de faire des études garantit le travail, ni que le travail garantit la retraite. Donc on est aussi individuellement, c'est ce qu'on se disait juste avant d'entrer, dans cette logique-là. Donc nos concitoyens, nos compatriotes, sont pris dans cet étau d'injonction, ou en tout cas d'incitation paradoxale, avec un récit qui leur est fait de la nécessité de la transition, avec l'idée qu'il faut changer, et en même temps avec les contraintes et les moyens qui sont les leurs. Donc il y a des arbitrages, évidemment. Quand on peut incorporer du bien pour le futur et pour le collectif dans le bien pour soi, on le fait. Et en plus, ça donne une coloration très différente à certains comportements d'économie. Vous mentionniez la deuxième main. La deuxième main, c'est magique. C'est des économies, c'est du plaisir, et puis c'est de la vertu. Donc là, on est dans une espèce d'icône de la transition sobre, heureuse. Et voilà. Bon. Mais c'est les mêmes qui sont dans Vinted et sur Shein, ou qui sont, vous savez que l'appli la plus téléchargée l'an dernier, c'était Temu. Donc on n'est pas précisément dans la consommation vertueuse. Alors, petite pause pour celles et ceux qui ne connaissent pas Temu, c'est merveilleux. Faites un tour, regardez un petit peu. Alors, le problème, c'est que si vous tapez Temu... Faites un truc si vous avez besoin d'acheter des choses qui ne servent à rien, qui viennent de loin, mais qui ne coûtent vraiment pas très cher. Mais attention, faites-le en navigation privée si vous recherchez Temu, parce que sinon, après, vous allez avoir plein de pubs. C'est vrai. Bon, donc, nos ménages, ils sont exactement là-dedans. Ils sont pris dans les mêmes difficultés, finalement, que toute la société. Prévoir l'avenir, être solidaire quand on peut, etc. Ce qui est différent, je pense, et ce que je vois émerger encore plus depuis cette étude, c'est que l'effort... Parce qu'on a quand même plus de 90% des ménages français qui disent qu'ils font des efforts, dont la moitié qui disent qu'ils font beaucoup d'efforts. Donc quand on parle aux Français, il faut quand même se rappeler toujours que c'est des gens qui ont le sentiment qu'ils sont déjà dans un système de contraintes, d'efforts, etc. important, que l'effort est mal réparti. Et donc la problématique de l'équité dans la répartition de l'effort est en train de devenir tellement centrale qu'elle devient une stratégie d'évitement ou d'alibi, je ne sais pas comment il faut appeler, mais je n'ai pas de jugement là-dessus. C'est simplement, on constate que les gens nous disent « mais moi, je fais déjà tout ce que je peux. Est-ce que ceux qui peuvent plus que moi font plus que moi ? Est-ce que ça sert à quelque chose, ce que moi, je fais à mon petit niveau ?» Et donc, cette histoire d'achat responsable, pour dire les choses de façon un peu triviale, ça commence à les gonfler. C'est-à-dire que c'est en plus, vous parliez de la rénovation énergétique des bâtiments, mais alors le diagnostic thermique et la ZFE, nous on fait beaucoup de terrain, c'est en train de devenir les deux acronymes de ça va bien. Donc il ne faut quand même pas oublier qu'on a un cumul et qu'on demande à des individus d'absorber cette complexité et de régler des difficultés systémiques par des comportements personnels. C'est presque impossible. Voilà. Je suis peut-être un peu négatif, mais moi, je ne suis pas du tout en train de vous dire que les gens n'ont pas envie de consommer bien. Je suis en train de dire qu'ils considèrent que le système est défaillant et qu'on leur demande à eux, individus, de combler ces défaillances avec un surcroît d'efforts qu'ils n'ont pas forcément les moyens de consentir. On a effectivement des pressions qui sont multiples sur effectivement ce qu'on appelle de façon un peu triviale aussi parfois les ménages et ou les classes moyennes. À l'époque, Frédéric Cavazza, ça fait un petit moment que vous observez le monde numérique. On avait l'impression que le numérique était une utopie en marche il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, même une quinzaine, et que ça allait résoudre un certain nombre des problèmes dont on parle là autour de cette table maintenant tout de suite. Est-ce que finalement cette utopie-là a porté ses fruits ? Comment le numérique peut peut-être redevenir une utopie vers laquelle on pourrait aller pour répondre aux questions qu'on se pose aujourd'hui? Alors, c'est pas tant une utopie que comment est-ce que le numérique peut aider en fait à changer les habitudes, à éventuellement faciliter l'adoption de nouvelles pratiques, de nouveaux réflexes. Et là,
nécessairement, on va parler d'intelligence artificielle, puisque ça faisait bien un quart d'heure qu'on n'avait pas abordé le sujet, donc ça commençait à faire long. Allez-y, je sentais une frustration dans l'assistant. Peut-être que cette nouvelle mode des assistants numériques, qui sont de retour, parce que ça fait 10 ans qu'ils existent, on avait déjà Siri et compagnie, là, avec ChatGPT, c'est le retour des assistants numériques, peut-être qu'eux peuvent nous aider à essayer de faire des petits efforts pas trop lourd à porter, à essayer d'infléchir sur notre consommation, sur nos comportements, sur nos attentes. Des trucs tout simples comme demander à un assistant numérique de vous suggérer des destinations de vacances. Il peut vous proposer une destination peut-être un petit peu moins loin, avec des loisirs un petit peu moins consommateurs d'énergie. Est-ce qu'il peut nous forcer ? Non, par contre, il peut suggérer ça. Demandez également à un assistant numérique de vous faire un planning de repas pour la semaine. Peut-être qu'il peut vous aider à optimiser votre budget, choisir des légumes de saison, privilégier les circuits courts, ralentir sur la viande rouge, voire arrêter la viande rouge pour aller vers d'autres types de protéines. Donc, c'est possible. On peut éventuellement, par le biais des assistants numériques, potentiellement y arriver, à condition que ces assistants soient enclins à privilégier une consommation un peu plus responsable. Mais moi, j'y crois, je suis assez confiant. On a quand même un certain nombre de personnes optimistes autour de la table. Si vous voulez, si vous demandez la parole pour nous garantir quelque chose d'optimiste, allez-y. D'abord, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. C'est que je vais réagir un peu vis-à-vis de Frédéric, parce qu'il touche quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Mais ça se fait, vous le faites avec élégance, donc tout va bien, allez-y. Je vous remercie de votre autorisation. Je suis particulièrement sensible au fait que, ne trouvant pas la solution, on dit on va demander à ChatGPT. Voilà, c'était juste... pardon, mais je trouve qu'il faut faire très attention sur ce sujet, parce que la solution, elle est d'une très grande complexité. Il faut de la nuance, il faut du discernement, il faut de la bienveillance, de l'amour, parce qu'on va trouver une solution entre nous, si on trouve, mais je vais venir sur des solutions. Et je crois qu'il faut faire l'effort de mettre de côté ces boîtes noires qui nous disent des choses qui peut-être sont fondées sur des modèles qui ne nous permettront pas en réalité de trouver une solution partagée. Frédéric est d'accord avec vous. Voilà. Et sur les solutions, en fait, les solutions existent. Vous avez fait, et encore, je reviens sur votre keynote, il y a énormément de solutions dans les territoires. D'abord, l'observation que l'on fait, le Crédit Agricole, c'est 39 banques sur le territoire, 39 banques de plein exercice, sont des caisses régionales, elles appartiennent à leurs sociétaires, etc. Pour nous, c'est un formidable poste d'observation. J'ai passé 12 ans de ma vie en caisse régionale, 6 ans à l'île de la Réunion et 6 ans dans la région Sud-Rhône-Alpes. J'ai fait le métier de banquier de proximité, j'ai financé des entreprises, etc. Et j'ai appris mon métier. Et en fait, les entreprises sont déjà en mouvement. Sur des questions de circuit court, sur des questions de sobriété énergétique, sur des questions... Le problème, c'est qu'elles ont encore du mal, comme nous, à concevoir l'avenir et à faire des choix. Et le problème des entreprises, comme le problème des agriculteurs, c'est que les choix, on ne les fait pas tous les ans. Très souvent, on fait un choix et ce choix, il va porter ses fruits sur 5, 6, 7 ans. Et vous l'avez dit, Dominique, on ne comprend pas l'avenir. Il y a une grande difficulté à comprendre l'avenir. Le nombre de Français qui répondent « je ne comprends pas » quand vous leur dites « finalement, votre avenir, c'est quoi ?» C'est, je crois, les 3/4 des Français disent « mais on ne sait pas trop ce que c'est ». Mais je vous rassure, nous non plus. Nous non plus. Quand on fait un plan à moyen terme, qu'est-ce qui va passer sur les 5 prochaines années? On ne voit pas trop. On sait à peu près ce qui va se passer dans 30 ans si globalement on se met tous ensemble pour trouver la solution. On voit qu'il faut faire de la sobriété, l'énergie renouvelable, etc. Mais ce qu'on observe, c'est que ça fonctionne quand les écosystèmes se mettent en harmonie. Je vous donne un exemple, l'agriculture régénératrice. Compliqué. On a réussi à accompagner l'agriculture régénératrice dans la région Hauts-de-France sur des producteurs de pommes de terre. À partir du moment où on a réussi à concilier les intérêts de l'acheteur, du banquier, de l'agriculteur et de la région. L'agriculture régénératrice, qui est une mode d'agriculture qui privilégie qui repense la santé des sols, qui redonne au sol de la biodiversité, etc. Effectivement, c'est un des sujets. On est, nous, particulièrement avancés en France par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup mis de chimie dans les sols. Donc, on fait très attention en France. Mais il y a quand même ces sujets qu'il faut se... Voilà. On observe, quand on interroge des entreprises qui réussissent,
quasiment toutes disent « je réussis parce que mon écosystème m'a porté et parce que j'ai pu échanger avec des chefs d'entreprise sur les bonnes pratiques, etc. » Donc la coopération, elle est au cœur de la réussite des transitions, en tout cas des premières étapes de la réussite des transitions. Alors je vais juste laisser Frédéric répondre, parce que je vous connais un petit peu, vous n'êtes pas un solutionniste technologique, et cette notion d'écosystème, elle vous parle. Pour vous, je crois que le numérique est une brique aussi de ce qui doit être apporté pour effectivement tendre vers une société plus... Le numérique, il est systémique, en fait, il est omniprésent dans notre société. Il serait illusoire de dire non, c'est pas le numérique qui va nous dire quoi faire. Malheureusement, c'est pas ce que nous montrent les faits. Dans les faits, le smartphone, je le considère comme la télécommande de notre quotidien numérique, c'est en train de devenir la boussole de notre quotidien numérique. Le smartphone, il nous dit quoi faire, quoi penser, quoi acheter, où aller, et ainsi de suite, avec des plateformes comme TikTok qui ont une énorme influence sur les jeunes, et ça, c'est bien dommage. Mais là, on s'éloigne, on va sur un terrain... Oui, là, on va sur un terrain plus ou moins mouvant, mais je voulais vous laisser répondre quand même à Eric Campos. Dominique Lévy, je vous voyais effectivement opiner du chef au propos d'Eric Campos. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses. D'abord, on a la chance, nous, de parcourir le pays, puisqu'on travaille beaucoup pour la presse quotidienne régionale. Et ce que vous décrivez être... alors, je ne vais pas employer le mot de localisme parce qu'il est teinté de plein de choses pas forcément positives, mais l'idée de réinventer des solutions à des échelons qui sont finalement maîtrisables par l'esprit humain, parce que c'est aussi ça le sujet, on le voit partout. Et au-delà de l'opposition région, échelle nationale, on voit des microsystèmes, des micro-organismes, des micro-écosystèmes se mettre en place au niveau des foyers, au niveau des groupes d'amis, etc., qui trouvent des solutions. Alors pas à tout évidemment, mais qui trouvent des solutions, qui échangent. Et effectivement, on a le sentiment, c'est très particulier, vous parlez d'optimisme, quand on regarde la France au niveau macro, on se dit que c'est assez compliqué. Malheureusement, on regarde beaucoup la France au niveau macro parce qu'il y a beaucoup de sondages qui donnent un chiffre pour raconter la moyenne de quelque chose qui n'existe pas. Mais quand on la regarde au niveau micro, quand on va voir les gens comme on l'a fait, quand on va se promener dans des régions différentes, alors le niveau de vitalité, le niveau d'inventivité, le niveau de, je déteste le mot résilience, mais en tout cas de refus de se laisser abattre est très fort. Le numérique, il est effectivement partout. Moi, je ne sais plus si c'est nous qui tenons la télécommande ou si c'est nos smartphones sont la télécommande de nous, quoi, et que quelqu'un d'autre est en train de nous télécommander. Je ne sais plus bien dans quel sens ça marche, mais cette métaphore de la télécommande, on la retrouve partout. Le numérique, il est partout, et j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, c'est peut-être que je suis trop optimiste, que les gens en ont un usage plus maîtrisé, plus distancié qu'on ne le croit. Et qui sont moins totalement soumis qu'on ne l'imagine dans un certain nombre de discours publics. Je vais juste vous prendre un exemple. Oui, Temu est une des applis les plus téléchargées. Mais parmi les autres applis les plus téléchargées en France, vous allez retrouver beaucoup d'applis de cashback, beaucoup d'applis qui permettent de comparer les programmes de fidélité, beaucoup d'applis qui donnent du pouvoir aux consommateurs. Et je vais finir avec un verbatim. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire j'ai fait les comptes avec tout ce que j'arrive à gérer et à optimiser, c'est peut-être là que les assistants numériques auraient un intérêt. Grâce à tout ça, j'économise 100 € par mois. C'est beaucoup plus que ce que je pourrais espérer en travaillant davantage. Je me dis qu'on est en train d'arriver à une civilisation dans laquelle le rapport travailler, gagner de l'argent, dépenser, recommencer peut être bousculé, à la fois par l'incorporation de nouvelles valeurs, consommer moins, ça peut être consommer mieux, mais aussi par l'incorporation de nouveaux outils qui donnent des nouvelles ressources. C'est peut-être un regard un peu positif sur le numérique ? C'est une bonne chose, à mon avis, comme conclusion à cette table ronde. Merci beaucoup, Dominique Lévy. Merci, Eric Campos. Merci, Frédéric Cavazza.